Cette année, Intergénération Québec souffle ses 30 bougies. Vous allez voir que dans les dernières décennies, les rapports intergénérationnels au Québec ont grandement évolué. Et à travers ces changements, l'organisme s'est toujours adapté pour mieux soutenir les initiatives qui favorisent le rapprochement des générations. Tout commence en 1987, lorsque la fondatrice, France Gauthier, et son équipe du département de santé communautaire à l'hôpital de Verdun lancent une première campagne intitulée « Tout commence par un sourire entre voisins ». Pour tisser des liens et offrir un soutien concret, des carnets de voisinage sont distribués par les maires et les étudiants aux aînés du quartier. Les volontaires y laissent leur numéro de téléphone pour leur offrir un coup de main, que ce soit pour les courses, déneiger l'entrée ou tondre le gazon. C'est lors de la deuxième année du projet, en 1988, qu'on organise la première semaine, L'amitié n'a pas d'âge, pour souligner l'ensemble des activités intergénérationnelles réalisées dans tout le Montréal métropolitain. Le nom, L'amitié n'a pas d'âge, devient d'ailleurs celui de l'organisme en 1995, lorsque celui-ci obtient ses lettres patentes et devient une association communautaire reconnue. Son mandat évolue pour se tourner davantage vers la transmission intergénérationnelle. En 95, là, c'était autre chose. Il y avait comme un besoin d'aînés qui allaient se déplacer dans les écoles pour aller rencontrer les jeunes et leur parler un peu de comment c'était autrefois. Il y avait des aînés qui avaient leur spécialité. Je me souviens d'un monsieur qui parlait de sa vie alors qu'il allait à l'école Durand. Comment c'était l'école autrefois. Les enfants raffolaient de ça, savoir comment ça se passait avant. Des fois, c'était drôle parce que il y en a qui m'avaient demandé « Comment vous faisiez pour écouter la télévision? » Et je dis « On n'avait pas d'électricité, donc on n'avait pas de télévision. » C'était vraiment drôle, des fois, les questions que les enfants nous posaient. Plus on faisait de thématiques comme ça dans les écoles, plus on apprenait, plus on évoluait aussi avec ça. Parce qu'au début, c'est la première fois que vous allez dans des classes. On se demande qu'est-ce qui va se passer, comment on va être reçu, comment on va être compris et tout. Après ça, c'est ça, avec les formations suivies, ça nous permettait de toujours s'améliorer puis d'être plus à l'aise. À partir de ces expériences, l'organisme développe en 1997 son premier guide de formation et d'implantation, Jeunes et aînés pour tisser des liens, qui permet à d'autres organismes de s'en inspirer dans la mise en place de leurs projets. Les outils qui ont été créés, c'était pour aider les gens à partir une activité. Et puis ça, on l'envoyait à qui voulait bien le recevoir avec les outils. Là, ça s'est installé partout. Il y a une explosion. L'activité intergénérationnelle, c'est devenu presque la norme. Au tournant des années 2010, l'organisme est à la croisée des chemins. Son nouveau rayonnement provincial l'incite à revoir son rôle d'accompagnement aux acteurs du terrain pour mieux les soutenir. On s'est senti prêt à un moment donné à faire des pas de plus et à nous remettre en question aussi. Le rôle, la mission, est-ce qu'on doit toujours fonctionner de la même façon? Est-ce que c'est toujours les plus vieux qui apportent la bonne parole aux plus jeunes, la bonne recette? C'est ça qu'il faut faire, pas mettre de chapeau à table. On en était là, vraiment, c'était ça. Pour mieux répondre à ces préoccupations, l'association décide d'approcher des chercheurs académiques afin d'entamer des études en la matière. Donc, en collaboration avec une de mes étudiantes de maîtrise, on a fait une étude qualitative auprès d'aînés bénévoles qui avaient une expérience d'activité intergénérationnelle dans les écoles. Les aînés qui ont participé à nos entrevues nous ont dit avoir ressenti vraiment des bienfaits sur le plan psychologique et aussi une consolidation, une amélioration de leur réseau social. Et par ailleurs, ils ont aussi exprimé des bienfaits sur le plan physique, donc de se sentir un petit peu plus engagé, actif physiquement et par le fait même avoir un petit peu plus d'énergie. Quand j'ai commencé à collaborer en 2012, j'étais donc aux premières loges du changement de mission de l'organisme où là, l'objectif était d'offrir du soutien et de la formation à l'échelle du Québec. En 2015, pour refléter ces changements d'orientation ainsi que sa portée nationale,
L'organisme change son nom pour Intergénération Québec, ainsi que celui de sa campagne annuelle, la Semaine québécoise intergénérationnelle. Ça a permis de... Ah oui, c'est quoi son intergénérationnel, d'en parler dans les médias et qui est justement une semaine où on peut en parler ouvertement, publiquement et montrer des initiatives, que ce soit en musique, en théâtre, à différents plans. Puis, en 2020, la pandémie frappe le Québec et oblige l'organisme à prendre une pause de ses activités sur le terrain. Cette pause sera en fin de compte bénéfique et lui permettra d'utiliser le numérique pour rejoindre davantage les régions éloignées ainsi que le grand public grâce à de nouveaux outils de sensibilisation. Et c'est comme ça qu'on a pensé à une communauté de pratique qui pourrait être en ligne. On l'a mise de l'avant parce qu'il y avait un besoin criant de partage d'expérience et d'expertise au sein de différents milieux. Il fallait qu'on travaille de concert avec tous les organismes qui œuvrent en la matière pour avoir une vision commune et surtout pour pouvoir faire reconnaître que l'intergénérationnel est un levier de changement sociétal. Devant ce constat, Intergénération Québec entame des démarches pour revoir son statut au registraire des entreprises. En 2021, il passe d'organisme de service à celui de regroupement national d'organismes qui œuvrent pour l'intergénérationnel. Avec tous ces éléments-là, on a créé le cadre de référence qu'on a fait adopter par l'Assemblée générale pour en faire un peu notre Bible de référence. Et ça a abouti à la nécessité de tenir un sommet plus élargi. On a invité les gens à signer la déclaration faisant en sorte que l'intergénérationnel est un outil essentiel pour nous remettre en relation les uns avec les autres. L'intergénérationnel est omniprésent dans différents secteurs. Il est dans le milieu scolaire, familial, il est dans le milieu de travail, dans le domaine de l'immigration. Donc, ce qui fait que cette transversalité de l'intergénérationnel nous a poussé à interpeller les pouvoirs publics pour leur dire attention, l'apport, la valeur ajoutée de l'intergénérationnel est à prendre absolument en considération. On est convaincu qu'il y a une nécessité de trouver une structure, de trouver une façon de nous concerter ensemble pour un mieux-être de l'ensemble de la société. Et Intergénération Québec serait le porte-parole idéal pour faire en sorte qu'auprès des ministères, on puisse aider l'ensemble des plans d'action qui sont mis en place. L'intergénérationnel a souvent été porté par les organismes aînés. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut donner une place importante aux aînés pour qu'ils puissent s'investir et puis faire en sorte que l'intergénérationnel soit un véritable apport à la société québécoise. Les aînés d'aujourd'hui ont du temps, ont de l'expérience, ont des connaissances à partager avec les générations plus jeunes. C'est un remède qui n'est pas coûteux et qui est vraiment à la portée de la main là, pour le partager ensemble. Bien qu'il reste beaucoup à faire pour construire une société pour tous les âges, force est de constater que l'intergénérationnel est sur la bonne voie. Ensemble, continuons de rêver et de bâtir un Québec où les échanges intergénérationnels sont le moteur d'une société plus ouverte, inclusive et solidaire.